Je suis responsable à Necker du service de pneumologie pédiatrique. Là, ça pose un problème parce que c'est à la fois une pathologie facile et difficile. C'est facile parce que faire des diagnostic d'asthme, a priori, ça siffle, ça répond, donc c'est assez facile. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pièges. C'est facile parce qu'on n'a que 2-3 molécules thérapeutiques, et donc il suffit de les utiliser. C'est pas comme en cardio, vous avez 15 ou 30 molécules. Là, ça serait assez simple. Mais c'est compliqué parce que ça ne marche pas tous les coups. Il faut savoir un petit peu jongler. Voilà. Donc on va essayer de voir tout ça. Ce qui conforterait, mais ça on en aura l'occasion d'en reparler, ce qui conforterait le diagnostic d'asthme, c'est que la séquence rhinite, tout sifflement lors des infections aériennes, ça c'est un gros argument, mais ce n'est pas obligatoire. La toux, vous voyez, à l'exercice, au rire, au cri, à l'exposition au tabac, mais c'est également la toux, ça peut être un petit peu cette toux sèche la nuit qui survient en dehors des infections des voies aériennes supérieures. On a vu les sifflements. Vous savez, les enfants qui, dès qu'il s'agit de se mettre un petit peu à siffloter, ce qu'on appelle les happy wheezers, donc ça fait partie du tableau des asthmatiques, les difficultés respiratoires, les limitations d'activité par rapport aux autres enfants. Tout ça, quand on les retrouve à l'interrogatoire, ce sont des arguments qui vont conforter le diagnostic d'asthme. Après, vous avez les antécédents, on disait ça tout à l'heure. Alors, ça s'appelle les antécédents d'asthme chez les parents. À un moment, on mettait beaucoup de poids sur la maman asthmatique. Maintenant, on met autant de poids sur la maman asthmatique, sur le père asthmatique. Peut-être parce qu'on a fait des progrès dans la recherche de paternité que maintenant, c'est plus. Et puis la présence d'une dermatite atopique ou d'une rhinite allergique, ce qui est assez difficile chez un enfant de faire le diagnostic de rhinite allergique à l'âge de 18 mois. Et le troisième, donc, c'est les traitements. Alors il y a là encore deux domaines. Il y a le traitement d'un épisode aigu. Si les parents vous disent, dès que je lui donne un bêta-2, ça marche très bien, il arrête de siffler. Si je lui donne du célestine, ça marche très bien, il arrête de siffler. Donc c'est un argument diagnostique au moment des exacerbations. Et il y a la réponse à un traitement par corticoïde inhalé pendant 2-3 mois. C'est un test thérapeutique et test diagnostique. Si on est un peu dans le doute, on verra qu'on peut très bien, si on est dans le doute, mettre en route un traitement. Si ça calme complètement les choses et que vous n'avez pas d'autres critères d'inquiétude, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait penser que c'est un test thérapeutique et diagnostique. Donc ça, vous voyez, c'est les trois domaines, les symptômes, les antécédents, les traitements qui vont vous permettre de dire, voilà, je suis plutôt dans le cadre d'un asthme que d'un diagnostic différentiel. Et inversement, épisode, le début, pas de corrélation avec les infections voisines supérieures, ou alors qui surviendrait lors de l'alimentation. Un enfant qui touche chaque fois qu'il mange, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Des fausses routes, oui, ça. Mais des fausses routes ne veut pas dire pourquoi il fait des fausses routes. Oui, il peut avoir une fistule, il peut avoir des troubles de la déglutition, il peut avoir un énorme reflux. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait dire, ce n'est pas un enfant asthmatique habituel. Le début brutal, c'est un syndrome de pénétration, et on en a, des enfants qui viennent aux urgences pour asthme, entre guillemets, qui ont des corps étrangers, on en a. Donc ça, c'est vraiment le ralentissement de la courbe de poids, ça c'est la chose qu'il faut absolument, à laquelle il faut penser, il faut peser les enfants, avoir la courbe. C'est surtout la courbe de poids plus que la courbe de taille. Si bien sûr il y a une pathologie néonatale importante. Et puis donc l'inefficacité du traitement asthmatique. Donc vous voyez, vous avez vraiment deux parts de l'interrogatoire. Le premier où vous allez essayer d'avoir des arguments en faveur de l'asthme. Le deuxième, vous allez avoir des arguments contre l'asthme. Et après, on fait la balance et on voit comment on continue.
Il y a un examen. Un examen, d'abord, c'est la radio. Et nous, on voit on nous adresse en pagaille des enfants avec un mot lapidaire. Merci de voir l'enfant qui a fait 3 bronchites, qui n'ont jamais eu de radio. Jamais. Donc on ne peut pas dire que c'est un asthme du nourrisson ou du préscolaire. C'est pas un asthme. Si on n'a pas de radio, on ne peut pas. Mais normalement, ça a été. Il y a eu des recos. Les tests cutanés chez l'enfant de moins de 3 ans. Hein. Chez l'enfant de moins de 3 ans, on ne fait pas de tests cutanés en routine, mais on fait des tests cutanés chez les enfants qui ont soit des manifestations fréquentes, soit un terrain atopique familial, soit une DA. Donc c'est une dermatite atopique. Donc chez ces enfants-là, il est recommandé de faire des tests cutanés. Chez les autres, un scanner d'emblée ? Au grand Dieu que non. Une IRM d'emblée, encore moins peut-être. Un transit, un petit TOGD. Alors, justifiez votre réponse. Oui, alors, je vous réponds, on ne fait plus de TOGD pour rechercher des arcs. Depuis les scans, on n'en fait plus. Donc, TOGD, ça pourrait être utile si on avait, dans un deuxième temps, l'arrière-pensée que cet enfant a vraiment un reflux massif. Est-ce qu'il a une béance qu'il faudra l'opérer ou pas? Ou alors est-ce qu'on fait un petit radio-cinéma pour voir si c'est une fausse route? Bon, mais des TOGD, on fait très très peu maintenant, hein, comparé à avant. Et dans le même ordre d'idée, une pH-métrie? Indisponible pour moins de 5 ans. Très bien, donc d'ailleurs, ce n'était pas coché dans ma liste, on ne fait pas de pH-métrie de base. Tout ça pour dire que chez le petit enfant, on ne peut dire qu'ils ont un asthme que lorsque l'on a éliminé toutes ces étiologies-là. Alors on peut les décliner, c'est assez simple. Hein. Soit c'est une obstruction proximale, au niveau des gros troncs. Alors pourquoi ça fait siffler? Tous les obstacles proximaux, hein, de corps étranger, de maladie aortique, les kystes, bronchogique de la carène, dyskinésie, trachéomalacie, bronchomalacie, sténose, etc., ça va entraîner une stagnation des sécrétions qui va entraîner une inflammation, et ça fait siffler, parce que l'inflammation, elle est broncho-bronchiolaire. Donc ça, c'est ça qui fait siffler. Et c'est pour ça que ces enfants-là sont pris pour des asthmatiques, parce qu'il y a une part de sifflement. Mais à partir du moment où il y a d'autres signes, comme le soubreau de temps, c'est plus de l'asthme. D'accord? Donc ça peut être une obstruction des voies aériennes proximales. Ça peut être une obstruction des voies aériennes distales. Donc il y a la mucoviscidose. La dysplasie bronchopulmonaire, c'est relativement facile d'y penser parce que ce sont des enfants qui sont nés prématurés, qui ont besoin d'avoir de l'oxygène, soit jusqu'à 28 jours de vie, soit jusqu'à 36 semaines d'âge corrigé. Donc il y a quand même, dans le cas de santé, il y a une trace. Les dyskinésies ciliaires, exactement pour la même raison que la mucoviscidose, hein, ça va entraîner une obstruction avec une hypersécrétion, une inflammation, ça va faire siffler. Il faut y penser. Et puis vous avez les séquelles graves de virose, des bronchiolites oblitérantes, après adénovirose, après grippe, après rougeole, après mycoplasme, qui vont entraîner une obstruction bronchiolaire fixe et qui va se traduire par un tableau d'asthme sévère. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aspiration, ce qu'on voyait tout à l'heure, le reflux, la fistule, la fausse route. Hein. Est-ce que c'est fréquent? Alors, le reflux, c'est fréquent et généralement banal. La fistule, ça existe, ça, c'est clair, hein, les fistules, il faut les chercher, mais les parents disent quand même que ce sont des enfants qui, dès qu'ils mangent, toussent. Et puis, une chose à laquelle on pense moins, mais qui est probablement plus fréquente, c'est les enfants qui font des fausses routes par immaturité du tronc. C'est-à-dire qu'ils ont des enfants qui, entre 0 et 2 ans, ne savent pas très bien ce qu'il faut avec le bol alimentaire ou le bol de lait, hein, et qui font des fausses routes. Donc ça, c'est... bon, les cardiopathies, les chaînes gauche-droit, les cardiomégalies, ça fait partie des choses classiques. Et puis il y a deux, c'est moins chez le préscolaire quand même, hein, mais c'est pas une diapo qui est pour tous les enfants. Suspédas, il y a les dyskinésies cordes vocales et le syndrome d'hyperventilation. Bon, ça, non. On ne peut dire qu'un enfant a
un asthme que si on a éliminé tout ça. Donc c'est vraiment il y a le nombre de sifflements et en même temps l'absence d'autres diagnostics. Donc il y a un certain nombre de situations où il faut se remettre en question. Donc c'est quand ça commence très très tôt, c'est très précoce, quand ce n'est pas vraiment corrélé aux infections des voies aériennes supérieures. Si vous n'avez pas d'intervalle libre entre 2 épisodes, ça c'est vraiment majeur. Alors si en plus il y a un wheezing continu, un bruit haut de temps, il ne s'améliore pas sous traitement, il casse sa courbe, ou il fait des vomissements, des fausses routes, ou il a des signes localisés, vraiment très focaux, unilatéraux, il y a quelque chose derrière. Si en plus il y a une hypocalémie digitale ou une hypoxie à distance d'une infection virale, on dit qu'en gros, si 6 semaines après une infection aiguë, une bronchiolite ou une bronchopneumopathie, on n'est pas revenu à une saturation normale, il faut se poser la question d'une séquelle, d'une bronchiolite oblitérante. Donc tout ça, c'est autant d'items qui nécessitent d'être validés ou invalidés avant de pouvoir dire aux parents, bon, ben, finalement, on ne va pas plus loin dans les examens, ou au contraire, il faut aller plus loin. Le premier message, comme disait le premier take-home message, pas d'enfant qui tousse ou qui siffle sans qu'il ait une radio. C'est vraiment le message important qui permet d'éviter des retards diagnostiques. Donc, la radio de thorax, l'exploration c'est après 3 ans. Avant 3 ans, l'enquête allergo, c'est en cas de manifestations qui sont trop fréquentes, d'accord ? Si l'enfant a une DA ou une rhinite allergique, effectivement, avant 3 ans, ou si dans la famille, il y a un contexte atopique. Ça, c'est les recommandations de la Société française d'allergo. Donc, donc, à 6 ans, il fait une courbe de bivolume normalement comme les grands. Avant, on les met dans un plétismo. Normalement, les enfants asthmatiques devraient avoir une EFR par an. Une EFR par an de base. Et plus la charge, la pression thérapeutique est importante, plus les EFR seront fréquentes. C'est-à-dire que vous mettez un enfant à un traitement, une bithérapie, parce qu'il a un syndrome obstructif, vous n'allez pas attendre 1 an avant de contrôler ses fonctions respiratoires. Vous allez attendre 2-3 mois. Et après, ça vous permettra d'adapter. Le but des EFR, c'est de déceler les obstructions non perçues, d'adapter le traitement, et puis d'évaluer le pronostic. On en reparlera cet après-midi. Dans les facteurs de risque chez l'enfant, il y a le facteur de risque d'obstruction persistante, fixée. Et ça, on sait maintenant que si on a une obstruction bronchique précoce, intercritique, même si elle est réversible au début, on a un risque d'évolution vers une obstruction fixée plus important. Donc il faut faire des EFR. Un asthme sévère, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut appeler ça asthme difficile, asthme sévère, asthme mal contrôlé, asthme brittle asthma, enfin tout ce que vous voulez, bon, même nom. C'est un enfant ou un adulte, un enfant, pour ce qui nous concerne, qui, malgré un traitement par corticoïde inhalé au moins 800 d'équivalent budésonide et à l'ABA, plutôt qu'un antilocotriène, donc qui, malgré une bithérapie, soit a un syndrome obstructif persistant, d'accord, soit est symptomatique. Et là encore, on a ce que je vous disais tout à l'heure avec les 2 domaines, on a 2 façons d'être symptomatique, soit vous faites des exacerbations, soit vous avez des symptômes tous les jours. Donc soit il fait des symptômes plus de 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois, soit il a des exacerbations. Une très bonne façon d'évaluer les exacerbations sévères, c'est la prise de corticoïdes péros. Et ça, les parents s'en souviennent. Quand on leur dit depuis en 2015 combien de fois est-ce qu'il a pris du Soluprène, ils savent à peu près. Ils savent. Donc c'est un bon marqueur d'exacerbation sévère. Donc les exacerbations sévères, c'est au moins une admission en unité de soins intensifs, ou au moins 2 hospitalisations pour asthme aigu grave, ou au moins 2 cures de corticoïdes péros. Donc normalement, la définition qui avait été proposée sur les asthmes sévères, c'est celle-là. Alors, juste 2 petites diapos, c'est qu'avant de dire qu'un enfant qui a un asthme difficile a un asthme réellement difficile, il y a un certain nombre d'étapes qu'il va falloir valider. Donc éliminer les faux asthmes,
c'est donc l'anamnèse, les EFR, la réversibilité, le scan, l'endoscopie. Éliminer les affaussements sévères, et ça c'est tout ce qui concerne l'observance, l'environnement, l'éducation, c'est important. Et puis les facteurs confondants, comorbidité, facteurs aggravants, alors aussi bien l'ORL, la dyskinésie vocale, le reflux, l'obésité, l'allergie, le tabac. Et une fois qu'on a terminé ça, à ce moment-là, on a réellement un asthme réellement difficile. Cette diapo, elle n'est pas forcément très simple, mais elle est assez intéressante. Donc elle est tirée toujours du GINA. Et elle montre en fonction de la symptomatologie de l'enfant, un peu le risque d'être asthmatique. Quand vous avez un enfant qui a des symptômes de toux isolés ou de sifflement qui sont peu fréquents, qui sont essentiellement en automne, en hiver pour nous, qu'entre les crises, il va bien, donc pas de symptômes intercritiques, 2 à 3 épisodes par an, des épisodes courts, c'est fréquent chez le petit, mais il y en a très peu qui seront asthmatiques ultérieurement. Par contre, plus vous allez avoir de symptômes d'exacerbation fréquentes, sévères et de symptômes intercritiques, plus vous aurez d'enfants qui seront asthmatiques, vraiment. En gros, ça veut dire que les enfants restent un peu dans leur couloir, sévère un jour, sévère toujours. Ceux qui ont des symptômes fréquents, enfin des exacerbations fréquentes, plus de 10 jours, avec une infection des voies aériennes supérieures, plus de 3 épisodes par an, ou des épisodes sévères, qui ont entre les épisodes une toux intercritique, des sifflements, une gêne au jeu, au rire, qui ont une histoire d'atopie, ceux-là, ils ne sont pas fréquents, mais ceux-là, c'est certain, quasiment certain, qu'ils vont continuer à être asthmatiques. Le contrôle de l'asthme avant 5 ans a 2 domaines d'évaluation. 1, les symptômes. 2, l'avenir. Et les symptômes au quotidien, il faut poser la question, les symptômes transitoires la journée, la limitation de l'activité à cause de son asthme, la consommation de bronchodilatateurs et les réveils nocturnes. Si vous dites, pour ces items-là, aucun, il est parfaitement contrôlé, très bien, c'est good. Il a le droit d'en avoir 1 ou 2. Par exemple, c'est souvent que vont ensemble le petit symptôme de jour et la prise de bêta-2 le jour, ça va souvent ensemble. Donc ça en fait 1 à 2 positifs, et 3 à 4, là, on n'est pas contrôlé. D'accord ? Aucun item positif, parfait. 1 à 2 items, oui, partiellement. 3 et 4, on n'est pas contrôlé. Et le deuxième domaine, c'est le risque à venir. Et en fait, le risque à venir, vous allez l'évaluer en fonction du passé qui dépend essentiellement des exacerbations. Donc le risque à venir, il est à moyen terme, est-ce qu'il est à risque de refaire une exacerbation? S'il est mal contrôlé, s'il en a fait plus d'une dans l'année précédente, s'il est dans un environnement qui n'est pas très bon, s'il y a des problèmes psychosociaux, mauvaise adhérence, oui, cet enfant il est à risque de faire une exacerbation. Et l'implication de ça, c'est que si vous avez des risques d'exacerbation, vous n'allez pas baisser la pression thérapeutique trop vite. Alors que si vous n'avez pas de risque d'exacerbation, de risque à venir, vous allez pouvoir alléger le traitement plus vite, on va voir ça après. Le deuxième risque, c'est le risque à plus long terme, qui est celui d'obstruction fixée. Et ça, on a très bien montré, maintenant les études le montrent, qu'un enfant qui a une obstruction, un nourrisson, du temps où on faisait plus facilement des EFR chez les nourrissons, un enfant qui a, avant 2 ans a une obstruction intercritique, cet enfant-là, il est beaucoup plus à risque de voir persister son obstruction. On en retombe à sévère un jour, sévère toujours, obstruer un jour, obstruer toujours. D'accord ?
Et après, le troisième, c'est surtout un warning. Il ne faut pas avoir une pression thérapeutique de corticoïdes trop forte trop longtemps. Parce que on va avoir des effets secondaires, on en reparlera. Ça, c'est le tableau donc, qui est tiré du GINA. Vous avez chez l'enfant 4 paliers de traitement qui correspondent à 4 niveaux de sévérité, de pression thérapeutique et de contrôle. En gros, quand vous avez un enfant qui a des sifflements viraux induits peu fréquents et peu de symptômes intercritiques, pas de traitement de fond. On traite à la demande des épisodes. C'est un enfant qui va faire 3 bronchiolites dans 2 ou 3 bronchites dans l'hiver, le restaurer va très bien, on ne fait rien. À partir du moment où vous avez plus de manifestations et vous voyez des sifflements qui sont toutes les 6 semaines, 6-8 semaines, là il y a des phénomènes inflammatoires et là le traitement de choix, entre guillemets, c'est la corticothérapie inhalée à faible dose quotidienne. On part sur 2-3 mois et après on réévalue les choses. L'alternative serait, lorsque on a passé les 2 ans, qu'on a montré que les corticoïdes ne marchaient pas très bien ou que l'enfant ne voulait pas, d'utiliser les antileucotriènes. Et puis il y a eu toute une série de publications sur la corticothérapie inhalée intermittente, où on donne des doses importantes, mais pendant une quinzaine de jours, au moment d'un épisode. Les antileucotriènes pourraient être plutôt utilisées chez les enfants qui ont des manifestations que viro-induites, ou des manifestations facilement déclenchées par l'effort. Bon. Mais toutes les études qui ont comparé fluticasone et antileucotriènes sont en faveur de la fluticasone. Ça, c'est clair. Lorsque vous avez soit des symptômes encore plus fréquents, ou alors qui ne sont pas contrôlés avec votre corticothérapie inhalée à petite dose, par exemple, lui, qui est cet enfant qui avait de la fluticasone sans matin et soir, qui restait symptomatique, il serait plutôt à ce niveau-là, hein, dans la partie orange-rouge. Donc vous avez le choix soit d'augmenter la dose de corticoïdes inhalés, soit de rajouter un antileucotriène, et après, on arrive aux nébulisations. Aujourd'hui, on dispose de 2 molécules, Beclo-Budé, qui ont une activité à peu près équivalente, il ne faut pas vouloir chercher midi à 14 heures. L'un est une solution, l'autre une suspension. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le budésonide avec un ultrasonique, hein, parce que vos molécules elles vont être détruites, donc ça ne marche pas. Une petite dose faible, ben c'est ça. Une dose faible de budé, c'est 200 par jour. Une dose faible de fluti, c'est 100 par jour. Donc c'est une petite dose. Hein. Donc on en est déjà à 100 matin et soir, c'est une dose moyenne. D'accord? Et une petite dose, 500 microgrammes de nébulisation de budésonide, c'est une petite dose. Toute petite dose. Quand on fait 500 matin et soir, c'est une dose moyenne. Et la dose forte, c'est 1000 matin et soir. D'accord? Donc ça, il faut essayer d'avoir la dose la plus faible possible, parce qu'effectivement, il y a un effet sur la croissance staturale qui est... Alors, il faut quand même relativiser les choses. Je suis d'accord avec toi pour dire que les parents y tiennent, mais quand on met en route un traitement par corticoïde inhalé, on a un ralentissement de la croissance, et après, la vitesse de croissance reprend, donc vous avez là un ralentissement de la vitesse de croissance, et après ça reprend. Et quand vous regardez la différence en taille, hein, on est à moins 1 cm. Et les études qui ont été faites
sur le long cours, le long terme, comme l'étude Camp qui est là, ben on est à, vous voyez, à 14 ans, ça reste stable, hein, ça ne s'accroît pas. En tout cas, il faut que vous sortiez de votre tête le traitement intermittent de l'asthme, que ce soit les corticoïdes inhalés ou les montelukast, ce n'est pas une bonne idée. Ou on le traite au long cours en adaptant la dose en fonction du contrôle, ou alors on le traite à la demande avec bronchodilatateur, corticoïde péros. Le problème, ce test qui était validé pour l'adulte, avec des questions, a été fait pour l'enfant avec deux parties. Une partie auquel répond des questions auxquelles l'enfant va répondre, avec des smileys, comme c'est 4 ans, donc ce n'est pas forcément facile pour lui de lire. Donc, comment va ton asthme aujourd'hui? Je fais la tronche, je me donne 0. Je vais très bien, je me donne 3. D'accord? Ensuite, est-ce que ton asthme est un problème quand tu cours, quand tu fais de la gymnastique, quand tu fais du sport? C'est un gros problème, 0. C'est pas un problème, 3. Et entre les deux, donc il choisit, en fonction du smiley, est-ce qu'il est content ou pas content. Est-ce que tu tousses à cause de ton asthme? Même pareil. Et est-ce que tu te réveilles la nuit à cause de ton asthme? Donc s'il est capable de répondre, il va dire oui, ça me réveille souvent, et vous, au contraire, pas du tout. Donc ça, c'est des questions que l'enfant doit répondre lui-même. Et après, on pose la question aux parents, au cours du dernier mois, combien de jours votre enfant a eu des symptômes d'asthme? A-t-il eu une respiration sifflante à cause de son asthme? S'est-il réveillé la nuit? Et pareil, là, tous les jours, c'est 0, aucun, c'est 3. C'est 5, pardon. Et vous faites le total des deux, et le cut-off, il est à 21. Donc 14, c'est pas bon. Plus c'est bas, moins c'est bon. En fait, on va poser, c'est les mêmes domaines. C'est les mêmes domaines pour l'enfant préscolaire et l'enfant scolaire, le grand enfant. À la fois le contrôle, les questions au quotidien, sur les 4 dernières semaines, et les facteurs de risque. Là, vous allez poser des questions, mais vous voyez qu'on a le droit, officiellement, pour un enfant asthmatique, à prendre 2 fois dans la semaine des β2 ou avoir 2 fois des symptômes, alors que chez le préscolaire, c'est 1 fois. Si l'on veut être puriste, normalement, il faudrait avoir 0. Donc le deuxième domaine, ça va être l'origine, l'étiologie. Le café fait son effet. Le risque à venir. Le risque à venir d'exacerbation et d'obstruction fixée et d'effets délétères des médicaments. Donc vraiment, vous avez évalué le mois précédent, les parents ils savent à peu près, et maintenant vous allez dire, voilà, cet enfant, est-ce qu'il est à risque d'avoir de nouvelles exacerbations? Et le risque à venir, vous allez l'évaluer sur l'année passée, alors que l'évaluation du contrôle, vous le faites sur le mois passé. Donc là, vous allez en arrière. Et en gros, plus un enfant a fait d'exacerbation avant, plus il a une technique défectueuse, des problèmes psychosociaux, un environnement délétère, plus cet enfant est à risque de refaire une exacerbation. Donc vous allez dire que le risque d'évolution d'exacerbation, il est élevé. Ensuite, vous avez le risque d'obstruction fixée
il a été montré que les enfants non traités ont un risque d'obstruction fixée supérieur aux autres, que le VEMS bas initial est un facteur de risque, hein, c'est-à-dire qu'une obstruction persistante est un facteur de risque d'obstruction qui s'est définitivement fixée, et puis les médicaments. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est surtout le fait d'être un exacerbateur, le fait d'avoir des facteurs de comorbidité ou des facteurs délétères parce qu'on a une mauvaise compliance technique défectueuse, vont faire tilt, et je ne vais pas lever la pression thérapeutique. L'existence d'un ou de plusieurs de ces facteurs augmente le risque d'exacerbation sévère, même lorsque les symptômes paraissent bien contrôlés. Et donc, vous allez avoir un enfant qui va vous paraître bien, mais vu son passé, vous n'allez pas baisser le traitement trop vite. On ne va pas le baisser du tout au début. D'accord ? Donc c'est vraiment, je crois, le grand changement des nouvelles recommandations, c'est ça. On sépare le contrôle, dans le mois précédent, du risque à venir. À partir de 3 ans, on enlève le masque, pour ceux qui avaient un masque. Après, l'idée, c'est de secouer, de mettre l'embout, l'autre côté dans la boue, de demander aux enfants de respirer normalement, et pendant qu'ils respirent normalement, d'appuyer. Une fois, ils respirent. Alors comme c'est des petits volumes, il suffit de respirer 5 fois, et on appuie. La dose de ventoline, c'est une dose pour 2 à 4 kilos, avec un maximum de 10. Alors ça fait un peu peur aux parents quand on leur dit vous leur faites des bouffées de ventoline, parce que... Mais en gros, moi ce que je leur mets, c'est plutôt de faire 4-5 bouffées. La ventoline en aérosol doseur à une bouffée pour 2 kg de poids jusqu'à un maximum de 10 bouffées est égale à une nébulisation. Ouais, c'est ça. 10 bouffées, c'est une nébulisation. Et donc on retrouve... Pardon ? On retrouve un peu le même schéma que tout à l'heure, sauf que chez l'enfant, chez le grand enfant, il y a 5 paliers, alors que tout à l'heure, on n'avait que 4 pour le préscolaire. Et donc, le premier palier, qui correspond à un asthme, ce qu'on appelle l'asthme léger, donc c'est des enfants qui font peu de manifestations et qui sont très bien entre les manifestations, qui ont des fonctions normales. C'est rien, ou alors, comme chez l'adulte, une corticothérapie inhalée, petite dose. Chez les adultes, asthme égale corticothérapie inhalée, quel que soit le niveau. Hein. Tout le monde pareil. Donc chez l'enfant, il y a des tenants de la corticothérapie inhalée systématique, quel que soit le degré de sévérité de l'asthme, et puis des tenants dont je fais partie, qui est de dire ceux qui ont des fonctions normales, qui ont peu de manifestations et qui n'ont pas de facteur de risque, ces enfants-là, ne traitons que les exacerbations, les symptômes, et puis on les suit. D'accord ? Ensuite, vous avez le palier 2, où là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre en route une corticothérapie inhalée, petite dose. La théophiline, faible dose, on n'en fait plus, mais cette diapo a été faite pour le monde entier, donc il y a des pays où il n'y a pas de corticoïdes inhalés, où il y a de la théophiline, donc faut admettre qu'éventuellement au Tchad ou au Soudan, je ne sais pas où. Et puis vous avez l'alternative du Montelukast. Là où ça devient intéressant, c'est quand on arrive au palier 3. Le palier 3,
le schéma proposé, c'est corticoïdes inhalés, faible dose, plus bronchodilatateur de longue durée d'action. Donc c'est la bithérapie, les associations fixes. Mais les deux alternatives sont de doubler la dose de corticoïdes inhalés ou de rajouter un antileucotriène. D'accord? On en discutera tout à l'heure. Et après, palier 4, palier 5, là, à chaque fois, on augmente la pression, on rajoute un truc, on double la dose, hein, et on finit pour ceux qui sont allergiques par le Xolair. La question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement, comme premier traitement, quand on va pour la première fois? Et la réponse, elle est là. Ceux qui ont des symptômes inférieurs à 2 dans le mois précédent, ne se réveillent pas la nuit, n'ont pas eu d'exacerbation précédente et n'ont pas de facteurs de risque. Et je vous rappelle que les facteurs de risque sont les suivants. Donc, ces enfants-là, qui n'ont pas de facteurs de risque, pas de traitement de fond. Donc on est vraiment dans le stade 1, le palier 1. D'accord? Les enfants qui vont bien. Il y en a plein d'enfants asthmatiques qui font 2-3 exacerbations dans l'année, puis le reste du temps vont parfaitement bien. Puis finalement ça s'épuise, ils n'en font plus. Ils ont des fonctions normales. Ils ne sont pas guéris, mais vont bien. Donc pas de traitement. À partir du moment où il y a des facteurs de risque d'exacerbation, parce qu'il en a fait avant, on revient, je vous rappelle, exacerbation de l'année précédente, antécédent d'intubation, symptômes non contrôlés, consommation excessive, etc., etc., etc. Donc il y a des facteurs de risque, ou alors il y a eu un réveil nocturne dans le mois précédent, ou alors il a des symptômes plus de 2 dans le mois précédent. Ça témoigne d'une inflammation, et donc il faut les traiter. Et de base, ceux qui sont dans ce cadre-là, c'est corticoïdes inhalés faible dose. Étape suivante, enfin plutôt niveau suivant, il en avait besoin plusieurs fois par semaine dans le mois précédent. Il se réveille des réveils au moins une fois par semaine dans le mois précédent. Et il a des facteurs de risque. Dans ces cas-là, ce qui est proposé par Mme Gina, c'est soit dose moyenne de corticoïdes inhalés, donc on a doublé la dose, soit les associations fixes. D'accord? Et enfin, celui qui arrive vraiment non contrôlé en exacerbation, il a sa cure du corticoïde péros, et après, on démarre avec des corticoïdes inhalés ou une association fixe. Alors vous avez là, pour les enfants de 6 à 11 ans, hein, les doses. Alors ce qu'il faut retenir, donc vous voyez, c'est surtout la fluticasone. Hein, ne pas dépasser 500 microgrammes de fluticasone chez l'enfant. Donc c'est le maximum, c'est fluti 250 matin et soir. Il ne faut pas dépasser. Que les molécules HFA, normalement, on divise la dose par 2. Hein, c'est le Cuvard, par exemple. Hein. Donc ça, c'est quand même important à connaître. Alors, il ne faut pas oublier quand même que l'asthme, c'est hétérogène, multifactoriel, et qu'il y a des choses. Hein, éviter le tabagisme passif puis actif, encourager l'activité physique, essayer d'éviter et de limiter les allergènes intérieurs et extérieurs, éviter les aliments en cas d'allergie alimentaire, les médicaments qui pourraient aggraver l'asthme, c'est comme quelques-uns. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que globalement, quand même, 80-90% des enfants asthmatiques ont un terrain allergique, et qu'une fois qu'on a contrôlé l'asthme, il peut être tout à fait indiqué de faire de l'immunothérapie, en sachant que c'est quand même l'acarien qui est l'allergène de base. À la question de savoir est-ce que l'immunothérapie peut modifier l'histoire naturelle de l'asthme, la réponse, elle est pour l'instant avec un point d'interrogation. On ne sait pas encore très bien. L'idée serait que si vous prenez un enfant qui est
sensibilisé mais pas encore symptomatique et qu'on le désensibilise, est-ce qu'on va éviter l'apparition de l'asthme? Et si on le désensibilise, est-ce qu'on va arriver à limiter l'apparition d'autres sensibilisations? Donc ça, pour l'instant, c'est encore une question pour laquelle on n'a pas de réponse.